RCI, lundi politique. Cédric Catan. Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous politique du lundi sur RCI. Après avoir reçu les différents chefs de file de la CTM, nous allons à présent à la rencontre de ceux qui pilotent l'action politique de la collectivité, en l'occurrence les conseillers exécutifs. Et on débute ce soir avec celui qui, en ces temps, est tout simplement devenu l'une des figures majeures de la classe politique locale. Et pourtant, peu l'avaient vu venir, mais il a déjoué les pronostics en accédant au fauteuil de maire de Sainte-Luce en 2014 avant de confirmer aisément l'essai en 2020. Souhaitant profiter de sa dynamique, il avait été promu un peu contre son gré, diront certains, tête de section en 2015 sur la liste Ensemble pour une Martinique nouvelle. Mais il avait subi le raz-de-marée dans le sud du Grand Semblé. Il n'avait même pas pu faire partie de la première mandature de la nouvelle collectivité. Mais en 2021, ce fut une autre histoire. Fort de sa réélection, sans sourciller en tant que maire, il a été reconduit comme tête de section par Serge Letchimy. Et là, avec d'autres élus du Sud, il a participé et aidé à limiter la casse dans cette section, réalisant même le tour de force de remporter l'une des deux seules villes pour la liste Alliance Matinique. C'est donc sans surprise que notre invité a été choisi pour faire partie du conseil des ministres de la CTM, comme on le dit souvent, en étant nommé conseiller exécutif. Un conseiller avec un lourd portefeuille, agriculture, alimentation, attractivité, développement économique et enfin participation citoyenne. Ce soir, nous recevons donc Nicaz Moroz, maire de Sainte-Luce, conseiller exécutif et qui est en outre deuxième vice-président de l'Espace Sud. Bonsoir Nicaz Moroz. Bonsoir à vous, bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de RCI. Je précise que cette émission ne pourra être diffusée comme habituellement en live Facebook à cause de la panne mondiale du réseau social, mais vous pourrez retrouver l'intégralité de l'émission sur notre page RCI Martinique quand les choses seront rentrées dans l'ordre. Nicaz Moroz, un mot déjà sur l'actualité. On l'a vu la semaine dernière avec ces hausses des carburants et du gaz, des hausses qui font grincer les dents les Martiniquais, vous le comprenez ? Oui, absolument, mais avant d'aborder la question, par rapport à votre présentation qui est très sympathique, simplement, en 2015, j'avais été élu et j'ai démissionné parce que j'ai jugé préférable de me concentrer à l'époque sur la ville de Sainte-Luce. Et puis là, je ne suis pas ministre, je ne fais pas partie d'un conseil des ministres. Ça n'existe pas dans la réglementation concernant la CTM. Je fais partie d'un conseil exécutif qui travaille en étroite collaboration avec le président, qui travaille aussi en étroite collaboration avec l'Assemblée. Revenons à notre question d'actualité. L'actualité est effectivement très importante concernant le prix du gaz. Alors ça, c'est un sujet qui, évidemment, préoccupe tout le monde, mais qui préoccupe surtout ceux qui en souffrent et ceux qui en souffrent le plus, notamment les familles nombreuses, ceux qui ont les plus bas revenus, ceux qui ont le soutien des minima sociaux pour vivre et ceux qui sont amenés, ce sont ceux-là même d'ailleurs, à souvent cuisiner, parce que le gaz, on ne se chauffe pas avec, mais on cuisine avec ici. Donc, au quotidien. Et quotidiennement et plusieurs fois par jour. Et vous imaginez un peu ce que ça peut être. 30 € la bouteille de gaz qu'on peut changer vraiment à plusieurs reprises dans l'année, ça finit par faire un budget important pour des gens qui sont parfois déjà en déficit par rapport à leur reste à vivre, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'ils reçoivent quand ils ont enlevé le montant des factures et de ce qu'ils doivent dépenser quotidiennement pour vivre, parfois il ne reste pas beaucoup. Et se parfois déplacer. Même c'est négatif. Et se déplacer quand on voit que le prix de l'essence est à 1,67 €. Exactement. Donc là, il y a une vraie problématique. Déjà, on sait qu'on vit dans un contexte où les prix sont plus élevés qu'ailleurs. Et en plus, on voit comme ça augmenter brutalement d'ailleurs des éléments de la vie quotidienne. Ça, c'est préoccupant. Et le président du conseil exécutif, Serge Letchimy, a très tôt alerté le préfet, lui demandant d'actionner l'ensemble de ses pouvoirs en ce domaine pour pouvoir traiter de la question. Et là, il a de nouveau interpellé le Premier ministre qui a annoncé des mesures pour la France. Et il faut effectivement que ces mesures soient appliquées ici, parce que les familles en souffrent véritablement. Il faut préciser que
On parle d'un bouclier énergétique au niveau de l'Hexagone, mais quand on voit également ce prix de l'essence qui participe, voilà, ce sont des frais quotidiens, je ne vais pas dire quotidiens, mais on va dire quasi hebdomadaires pour certains salariés en Martinique, ça pèse également dans le pouvoir d'achat. Exact. Et se pose la question plus généralement, on parle de transition énergétique, etc. Bon, quelle est la capacité de nous-mêmes, de nos compatriotes, des Martiniquais à absorber tout ça? Elle n'est pas très grande, hein, parce que la majorité de la population vit avec des revenus qui sont proches du SMIC, voire inférieurs au SMIC. Donc, il y a une vraie problématique du coût du quotidien dans son alimentation, dans l'énergie. Et ça impacte beaucoup, hein. Il faudrait vraiment que les autorités publiques, notamment de l'État et de la CTM, le président Serge Letchimy a démontré sa volonté de faire, bien que dans le prix de la bouteille de gaz, les taxes payées à la CTM ne sont pas très élevées, hein. C'est moins de 2 euros. Je crois que c'est 1,70 € à peu près. Est-ce qu'aujourd'hui un effort peut être fait sur ces questions, que ce soit sur la bouteille de gaz, sur le prix au litre du carburant, quand on voit que ce sont quand même, on le voit, l'essence et le gazole sont plus chers aujourd'hui que la moyenne nationale. C'est quand même, je ne veux pas dire moi, je crois que aberrant, c'est non seulement l'occasion, mais il y a l'obligation de décortiquer tout ça, de savoir comment se constituent ces prix, quels sont les intervenants de la filière et comment se répartit la valeur de cette bouteille de gaz. C'est extrêmement nécessaire de le faire en relation même avec les citoyens. Il en avait été question en février 2009, à l'issue de la grève. On avait vu que ces prix des gaz et des carburants avaient fortement baissé. J'ai un petit souvenir du litre de gasoil qui était à 89 centimes. Aujourd'hui, on a 1,40 €. Oui. Alors, c'est vrai que dans le prix, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Hein, je ne me prétends pas être spécialiste de la question. Vous me posez Non, la je question, profite de votre présence. Mais c'est clair qu'il y a une question de prix mondial, de coût mondial du pétrole pour le carburant, de coût mondial du gaz qui flambe. Évidemment, ça nous impacte. Mais n'empêche qu'il faut se poser la question de comment on fait pour amortir tout ça. Parce que quand le coût mondial est bas, évidemment, la question se pose moins. Mais comme quand actuellement le coût est élevé, on doit se poser la question de comment on amortit tout ça. Et avec l'État, parce que le pouvoir, là, se situe à ce niveau-là. D'ailleurs, l'État français semble vouloir prendre un certain nombre de décisions, peut-être pas totalement satisfaisantes. Mais là, il y a une vraie question. Et chez nous, c'est encore plus crucial. Il faut repenser notre politique énergétique de façon générale en Martinique. Il faut la repenser certainement, mais encore faut-il qu'on se pose la question en même temps, dans le même temps qu'on la repense, de la capacité de notre population à absorber cette nouvelle politique énergétique, financièrement parlant. Voilà. Je disais, beaucoup de casquettes finalement, Nickel Mzomorose pour un seul homme. Comment on fait pour s'occuper de sa ville, du conseil exécutif avec plusieurs portefeuilles, de l'espace sud? Comment on fait pour gérer tout cela? Sans compter vos fonctions professionnelles. Je n'ai pas beaucoup de casquettes, je n'ai qu'une tête, donc il n'y a qu'une casquette que... voilà. Non, c'est pas... je n'ai pas... Quand je m'engage, les Lucéens le savent, je m'engage vraiment pour agir. Donc, si je me suis engagé, c'est parce que j'ai la capacité de le faire. Au niveau de la ville, alors, évidemment, les Lucéens se posent peut-être la question, peut-être pas beaucoup d'entre eux, parce qu'ils savent mon attachement pour la ville. Donc, je vais continuer à travailler pour faire avancer avec eux cette ville de Sainte-Luce qui avance. Vous n'avez pas déserté Sainte-Luce? Mais pas du tout, il n'en est vraiment pas question, au contraire. C'est là que je puise mon énergie et c'est là que je puise mes réflexions. Ce sont des Lucéens dans la rue qui me suggèrent et qui me parlent et qui me suggèrent beaucoup de ce que je fais avec mes collègues du conseil municipal. Il n'est pas question. Si je déserte Sainte-Luce, ça veut dire que je me coupe de mon énergie vitale en politique. Non, ça, il n'en est pas question. Et je me suis engagé au niveau de... Alors, l'espace sud, c'est le prolongement de la mairie, de l'action municipale. Hein. Il n'y a pas de... C'est pas quelque chose en plus. D'ailleurs, j'ai vu comment... je n'ai pas siégé et nous étions dans l'opposition, ce qui est assez étonnant dans une intercommunalité de parler de l'opposition. Mais enfin, c'est comme ça que fonctionnait l'ancien président.
Et on a vu comment nous avons souffert de notre positionnement au niveau de l'espace sud. Et évidemment, on ne nous a pas repris à deux fois. Donc, on y est. Vous avez tout fait pour changer la donne. Nous sommes 4 collègues du conseil municipal de Sainte-Luce assiégés à l'espace sud. Nous devons y être pour défendre Sainte-Luce. Mais l'espace sud, c'est une intercommunalité. C'est le prolongement de l'action communale. Ça a vraiment changé aujourd'hui, le mode de fonctionnement. La volonté on sait que vous là. avez beaucoup milité pour qu'il y ait on va dire, plus de démocratie au sein de cette EPCI. Absolument. La volonté est là. Tout n'est pas parfait, mais le chemin est tracé et petit à petit, il y a à faire modifier. Il faut que cette intercommunalité, ce que nous n'avons pas cessé de le dire, ne soit pas un instrument politique, mais un instrument au service de l'action communale. Et c'est ce que nous essayons de faire avec le président André Lossieur, c'est de faire en sorte que cette organisation qui compte dans la vie des communes soit encore plus proche des communes, ne fonctionne pas sur elle-même. Ce qui est un biais qu'on peut retrouver à la CTM. On l'oublie souvent, les EPCI ont beaucoup de compétences, plus qu'on pourrait l'imaginer. Il y a les compétences et puis il y a la manière de les mettre en œuvre. Parce que le problème, ce n'est pas les compétences en soi. Le problème, c'est comment les met en œuvre, comment on fait en sorte que ces compétences soient véritablement au service des communes et non pas participent à l'étouffement des communes. Une intercommunalité en France, ça c'est, je ne sais pas moi, vous savez, il y a des intercommunalités en France qui ont la dimension de la ville de Sainte-Luce, qui sont là pour 10 000 habitants. C'est pas pareil ici. Une intercommunalité, déjà on en a 3 sur le territoire, bon ok, c'est très bien, mais il faut veiller à ce que ces structures-là n'étouffent pas. Je sais que le législateur en France, il a voulu créer des intercommunalités pour regrouper les communes, carrément pour faire disparaître certaines communes. Mais ce n'est pas du tout le cas ici. Je parlais de ressources pour le maire que je suis, mais c'est l'âme de l'action publique, l'âme d'une population. Elle est dans la commune. C'est-à-dire que nous sommes dans une intercommunalité, mais il n'est pas question pour un lycéen ou pour un franciscain de noyer sa personnalité, son identité dans une intercommunalité. Ça n'a jamais été dit. Aucun maire ne s'est présenté devant l'électeur en lui disant « Écoutez, votre commune n'existera plus, elle sera fondue dans l'intercommunalité. » Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que ça marche concrètement ? Est-ce que aujourd'hui, vous discutez ensemble pour faire avancer cet espace sud ? C'est déjà quelque chose. On discute ensemble, oui. Revenons... Mais le chemin est encore long. Hein. Ça veut dire que tout n'est pas encore parfait. Ah ben absolument. Mais le président lui-même, il le dit. Très bien. Un mot sur... Il y a une plénière qui a duré 2 jours la semaine dernière et les conseillers territoriaux ont voté, ont validé justement les aides aux entreprises qui ont été impactées durement durant ces périodes de confinement, on va dire, et qui ont été freinées au ralenti dans leur activité. Une enveloppe de 27 millions pour les entreprises, sans compter des aides pour les marins-pêcheurs, mais également pour les artistes. Comment ça va se décliner concrètement et comment ? Alors, il y a 2 éléments. Il y a une première rallonge, un abondement de 5 millions pour les prêts aux entreprises et un abondement de 22 millions pour les subventions, l'aide directe aux entreprises. Et là, bien évidemment, ça vient après 2 précédents, 2 mesures précédentes. D'aide. Il y a eu 2 dispositifs qui ont précédé celle-là. Et puis, ça vient aussi en complément du dispositif de l'État. Il ne faut pas oublier que l'État aussi a relancé son aide Covid, son intervention Covid au profit des entreprises. Alors, la CTM a décidé, donc je le disais, de rajouter 5 millions pour les prêts aux entreprises. Ça va se passer comme précédemment, par l'intermédiaire de Martinique Développement. Et ce sont des prêts remboursables. D'ailleurs, la plénière a voté la prolongation du délai de remboursement, ce qui est très bien. Ensuite, la CTM a aussi voté, sur proposition du Conseil exécutif, 22 millions d'euros supplémentaires, puisque la première version, c'était 16 millions de consommés, 20 millions prévus. La deuxième version, c'était 41 millions de distribués aux entreprises, sur 35 millions prévus, et là, 22 millions en perspective. Donc ça,
ça doit aller aux entreprises, c'est destiné aux entreprises qui ont été fermées suite à l'arrêté préfectoral de juillet, et aussi aux entreprises qui ont été impactées. Les entreprises qui ont été impactées par le fait d'avoir eu moins de clients suite à la décision préfectorale. Et nous avons voulu que cette aide soit particulièrement ciblée sur les TPE, les très petites entreprises, et sur les petites PME. Ça veut dire que vous excluez les grosses, les grands groupes. Les grands groupes sont non pas exclus, mais il faut bien cibler. Hein. Nous ciblons les TPE et les petites PME, puisqu'il y a un plafond, il faut compter au maximum 50 salariés. Parce que ces entreprises dont nous parlons, c'est l'essentiel du tissu économique martiniquais. Oui, c'est 98% du tissu économique martiniquais. Oui. C'est quasiment toutes les entreprises. Hein. Les grosses, il n'y en a pas beaucoup. Beaucoup d'entreprises... Mais les grosses doivent faire des efforts pour les autres. Hein. Aussi laisser la place aux autres à un moment donné. Hein. On entend. Beaucoup d'entreprises avaient un peu... fait des petits coups de gueule en disant oui, il y a des aides, mais bon, c'est un peu difficile pour y accéder. Alors, soit peut-être par la difficulté du montage de dossiers, soit quand elles avaient monté les dossiers, soit par la lenteur administrative. Est-ce que vous pouvez garantir que ces entreprises, elles vont, une fois que les dossiers seront faits en bonne et due forme, elles auront ces aides assez rapidement, Nicolas Rose? Ce que je garantis, c'est que nous sommes préoccupés de cela. Et nous avons pour ambition, effectivement, de faire en sorte que les procédures soient accélérées, soient simplifiées déjà, soient accélérées. Il y a pas mal de difficultés pour beaucoup de nos entreprises à accéder aux aides publiques par rapport à leur situation, par rapport aux règles fiscales et sociales, aux cotisations fiscales et sociales. Donc, elles ne sont pas à jour en général. Pour certaines, en tout cas. Il y en a qui ne sont pas à jour, pas forcément volontairement. Hein, oui, les difficultés étant, ça aussi, ça donc nous plus difficile d'être à jour. Nous avons voté le principe que l'entreprise puisse s'engager par une déclaration sur l'honneur à rentrer dans un processus de remboursement des dettes fiscales et sociales, le cas échéant. Notre souci, c'est effectivement de faire en sorte que ça puisse aller aux entreprises et ça puisse leur permettre de passer le cap. Là, on a subi une situation très difficile pour tout le monde. C'était pire que les précédents confinements parce qu'on était confinés, mais on n'avait pas l'impact sanitaire tel que nous l'avons eu là. Donc, on a eu à subir pour les entreprises à la fois la crise économique, mais aussi la crise socio-psychologique que tous les Martiniquais ont subi pendant cette période. Et il est important de pouvoir les maintenir en activité. Et c'est pour ça que la CTM a décidé, malgré les limites de la capacité financière, a décidé de verser 22 millions d'euros pour l'aide aux entreprises et 5 millions supplémentaires pour les prêts. Une question. Alors, il ne faut pas oublier les marins-pêcheurs, parce que c'est un autre dispositif qui permet aux marins-pêcheurs, ça, ce n'est pas directement lié au Covid, c'est lié à la situation que les marins-pêcheurs ont connue pendant les 6 premiers mois de l'année, avec une houle très forte, avec des difficultés d'aller en mer, avec aussi la hausse. On parlait de hausse des prix, et il nous parlait de l'essence. Et il nous parlait également des difficultés d'écouler leurs produits également, oui, puisque tout à fait. Les confinements... Par manque de clients. Et donc, la CTM a pris le parti de proposer une aide différente aux marins-pêcheurs qui est liée à leur statut de marins-pêcheurs et au dépôt des fiches de pêche, c'est-à-dire la déclaration des pêches qui est réglementaire d'ailleurs. Donc, il y a une aide pour les marins-pêcheurs, qu'ils soient enrôlés actifs ou enrôlés retraités d'ailleurs. Une question, Nicolas Rose. On a parlé de beaucoup de chiffres exorbitants, 20, 40 millions, encore une vingtaine de millions pour ce dispositif. Est-ce qu'il y a une vérification aujourd'hui de l'utilisation de ces aides ? Alors là, nous sommes dans une situation d'urgence. Bien évidemment, les entreprises reçoivent ces aides par rapport à leur diminution de chiffre d'affaires. Alors, pour y accéder, il faut prouver que le chiffre d'affaires a diminué, puisque nous servons un pourcentage du chiffre d'affaires plus 2% de la masse salariale pour les entreprises. Évidemment, je parle peut-être aux initiés là, mais évidemment, il y a un contrôle qui est a priori d'ailleurs, puisque quand on a perdu 40% de son chiffre d'affaires,
fatalement, on est réputé être en difficulté. Donc, c'est en tout cas le niveau retenu par la Mais est-ce qu'à CTM. posteriori, vous avez parlé d'a priori, est-ce qu'à posteriori, il y aura quand même des contrôles? Parce qu'il nous a été remonté aussi des cas où des entreprises ont reçu des offres, ont fermé boutique et ont utilisé ces offres, ces aides pour faire autre chose, ou remonter voilà, des structures. Voilà, ça existait également. Oui, tout à fait. Ça a existé pour l'aide CTM, pour l'aide de l'État, l'aide de l'Europe. Oui, ça a existé, mais ces entreprises-là s'exposent à des difficultés, notamment quand il s'agit de prêts, parce qu'il faut les rembourser, les prêts. Donc, vous savez, il faut partir du principe que le chef d'entreprise n'a pas forcément pour objectif de tricher. Son métier, c'est de faire vivre et de développer son entreprise. Donc, nous sommes là pour l'accompagner. Évidemment, s'il triche, pas vu, pas pris, mais vu, pris. Donc, ça peut exister, mais c'est forcément marginal. Nous recevons Nicolas Moroz. Il nous reste moins de 10 minutes dans cette émission. Le technicien me fait. Notre réalisateur me dit encore moins. Nicolas Moroz, vous êtes aussi conseiller exécutif en charge de l'alimentation et l'agriculture. Quelle est votre feuille de route? On voit que dans votre programme, vous évoquiez la relance de la Martinique par le développement agricole. Ça veut dire quoi? Et comment ça va se décliner? La relance de la Martinique doit se faire par l'ensemble des activités économiques, y compris par l'agriculture. Et on parle de développement agricole, alors, avec un mot qu'utilise à la fois l'État et nous-mêmes à la CTM, c'est l'autonomie alimentaire. C'est partagé par la population généralement, hein, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire en sorte que nous puissions parvenir à un niveau de production qui couvre une plus grande part encore de la consommation des Martiniquais sur le territoire martiniquais. Donc là, c'est un sacré boulot, hein, parce que nous sommes, pour les productions végétales, à moins de 40% et pour les productions animales, à moins de 20%. Hein, donc, d'autoconsommation, je veux dire. Je regarde dans le programme, c'est marqué la mise en place de marchés d'intérêt régional pour les 24 mois. Ce sont des moyens, des instruments, les instruments d'une politique. Il n'y a pas que ça. La principale action, c'est l'action qu'on doit faire. Ce à quoi on doit s'attacher tout de suite, c'est faire en sorte qu'il y ait de la production. Parce que pour qu'il y ait du produit sur un marché, il faut qu'il y ait Comment diversifier justement cette production? Comment la diversifier? Voilà. Alors, elle est vous savez, c'est dommage qu'il nous reste que 5 minutes, hein, parce que on pourrait tenir des heures. C'est un vaste sujet. Elle est déjà diversifiée. Il ne faut pas dire que l'agriculture n'est pas diversifiée. Par contre, il y a une production largement dominante. La banane. Et puis, il faut bien comprendre, en tout cas c'est mon analyse personnelle, la situation de la diversification est surtout liée au fait qu'il y a de moins en moins de producteurs. Il y a 30 ans, dans les années 80, on produisait 60 000 tonnes de fruits et légumes, hein, en Martinique. On n'importait pratiquement pas d'igname, hein, en Martinique. Hein? Aujourd'hui, il y a une situation où certains produits sont quasiment en autosuffisance, hein, sur le marché, et puis il y en a qu'on importe. Alors, le plus emblématique, effectivement, c'est l'igname. Mais il y a des produits qu'on n'importe plus, ou bien qu'on n'importe pas. Et ça, on ne le dit pas assez. Cela dit, pour pouvoir y arriver, il y a des politiques publiques à mettre en place. Et le nœud gordien est là. Il faut défaire la politique publique en cours pour refaire une politique publique qui accompagne véritablement la diversification. Parce qu'il ne suffit pas de crier autonomie alimentaire, ça, on entend ça tous les jours de l'État. Même, oui, c'est le comment aussi. Oui, c'est ça. On parle même de souveraineté alimentaire, ce sont des mots. Moi, je suis attaché au fait. Et je ne vois pas la politique agricole officielle pour nous permettre d'y arriver. Mais nous, à la CTM, nous allons forcer la porte pour qu'on puisse avoir une politique agricole qui corresponde aux mots. Vous allez négocier avec l'État, notamment, sur ces questions? On va clairement dire à l'État que sa politique agricole encourage une production et que s'il veut véritablement impacter la diversification, il faut modifier cette politique agricole. Il faut faire en sorte que, véritablement, les producteurs, pas qu'on parle de filière, etc., que les producteurs qui disparaissent d'ailleurs, à vitesse grand V, qu'ils se sentent concernés par la politique agricole. Pour l'instant, ils sont écartés. C'est vrai. Il faudra négocier également avec l'Europe. Mais bien sûr, il faut discuter avec l'État et l'Europe. Et pourquoi je dis l'État et l'Europe? Parce que quand on prend les montants qui sont versés, qui sont attribués à la politique agricole en Martinique, je ne parle pas des autres DOM, mais je parle de la Martinique, on a 130 millions de l'Europe
on a, l'État, c'est que dalle, hein, puisque c'est l'Europe, l'argent de l'État. Oui. Enfin bref. Et la CTM, 6 millions. Et les 6 millions de la CTM financent beaucoup de structures comme l'usine du Galion, l'abattoir, etc. Donc, si on veut vraiment impacter l'agriculture, comme on prétend vouloir le faire, comme l'État veut le faire, et nous avec, il faut véritablement modifier la politique agricole de telle sorte que les fonds consacrés à l'agriculture par l'Europe ne soient pas uniquement fléchés et majoritairement fléchés sur une production d'exportation, mais soient utilisés dans des conditions qui correspondent à l'activité, à la vie de l'entreprise agricole. Est-ce à dire que vous allez mettre en place des lobbyistes, notamment à Bruxelles? Il faut tout faire. Il faut tout faire. Et là... Parce que chaque département de l'Hexagone a son lobbyiste pour l'agriculture, par exemple. Oui, non, mais très bien, mais à nous de faire le nôtre aussi. Ce que je veux dire, c'est que l'État dit des choses, mais jusqu'à maintenant, par exemple, tout ce qui concerne la refonte de la politique agricole, tout ce qui concerne l'aide directe qu'il faut absolument instituer pour les petits producteurs, pour les exploitations de petite dimension qui font de la diversification de manière agroécologique, rien dans les textes de l'État. sont... Et tous les rapports des services de l'État lui-même, hein, qui indiquent qu'il faut effectivement faire bouger tout cela, eh bien, tout ça, ça va dans des tiroirs. Eh bien, nous devons faire en sorte que l'État nous entende et que les agriculteurs qui font de la diversification, comme vous dites, puissent se sentir véritablement aidés et qu'on ne les oblige pas à rentrer dans un cadre, dans un carcan qui parfois est trop grand, trop serré pour eux et qui ne leur permettent pas de travailler, de se développer. Merci Nicaise Moroz, on vous invitera notamment pour parler de la participation citoyenne, pour nous expliquer comment les citoyens auront leur mot à dire dans la politique qui sera mise en place par la collectivité territoriale de Martinique. On vous réinvitera dans une prochaine émission. Merci en tout cas d'être intervenu dans ce lundi politique. Merci à vous, chers auditeurs. Rendez-vous lundi prochain avec un nouvel invité. Ça sera un collègue à vous, David Zobda. Bonne soirée à tous. Merci à vous.